Voilà, très bien. En effet, je vais vous présenter un travail qui a été fait en collaboration, entre autres, avec deux étudiants de la fac et mes encadrants, qui va bientôt être présenté également à ICIP 2021, et qui est du coup en collaboration entre l'Université de Paris et la boîte qui finance ma thèse, Smith Detection. Donc vous ne connaissez pas cette boîte, enfin moi je ne la connaissais pas, mais c'est le truc qui fait entre autres les scanners des aéroports à rayon X, et ils font aussi des gros scanners pour scanner des camions entiers et pour pouvoir avoir des images à rayon X des camions, ce qui permet du coup d'arriver à économiser le temps des douaniers qui n'ont plus besoin d'ouvrir des camions pour savoir s'il y a des trucs dangereux à l'intérieur ou pas. Donc c'est un petit peu le contexte, et moi ce qui m'est demandé c'est plutôt de faire une sorte de moteur de recherche permettant d'arriver à trouver d'autres camions qui ont pu passer avec des cargaisons similaires dans le passé, parce que. Donc s'il y a des trucs pas bien, on va en prison. Là, le problème, c'est que du coup, quand on fait un moteur de recherche par contenu, le truc, c'est qu'on veut trouver des images, comme je disais, comme étant similaires. Sauf qu'est-ce que c'est que des images similaires? En fait, on peut voir déjà avec ces trois exemples que deux images peuvent être similaires selon la classe. Donc sur l'axe vertical, ce sont censés représenter la même chose, enfin un même produit. Or, le packaging fait que ce n'est pas du tout similaire visuellement. En revanche, sur l'axe horizontal, ce sont deux classes différentes, mais qui représentent le même produit. Donc là, c'est déjà un premier problème pour arriver à définir un petit peu, à bosser. Donc du coup, à partir de ce problème-là, en fait, on va souvent dire, souvent les critiques qui sont faites par rapport à la similarité, c'est que souvent on va dire que c'est quelque chose de subjectif, quelque chose de mal posé, mathématiquement pas stable, etc. Mais en fin de compte, quand on regarde un petit peu plus du côté des travaux qui ont été faits en psychologie cognitive il y a environ peut-être 40 ans ou un truc comme ça, ben en fait ça nous pose un framework un petit peu plus stable qui déjà nous dit que c'est pas si subjectif que ça, puisque de manière générale, quand le contexte est posé, les humains ont l'air d'être plutôt d'accord pour dire qu'est-ce qui est similaire. Enfin, on arrive à un consensus global général assez stable. Donc à la fois théoriquement et à la fois empiriquement. Donc pour arriver à mieux définir sur quel type de similarité j'ai envie de travailler, donc je reprends la décomposition, enfin le modèle qui a été proposé par Gantner j'étais pas né, qui propose du coup d'étudier la similarité selon deux axes. Donc le premier qui va être l'axe des relations, donc qui va plus traiter d'analogie, ce genre de choses-là. Donc axe qui avait déjà intéressé depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, puisque Aristote proposait déjà de définir la métaphore à partir de l'analogie en disant que la coupe était à Dionysos ce que le bouclier était à Arès, et disait que donc que la coupe était le bouclier de Dionysos. Sauf que là, c'est très beau dans la poétique, mais en termes de vision, c'est pas ouf, ça ne nous parle pas. En revanche, l'autre axe, ça va être l'axe des attributs qui sont partagés. Les attributs qui sont partagés, c'est par exemple ici, dans ce cas-là, on voit le zèbre et la prison, c'est similaire. Pourquoi ça pourrait être similaire? Parce que tous les deux ont des rayures, visuellement, ça match, ça fait sens. Donc on note que quand on partage à la fois les relations et les attributs, on est tout simplement dans le cas d'un literal similarity match. Donc en gros, par exemple, dans le cas d'un moteur de recherche d'image par image, vous mettez un chat, vous avez un autre chat. Bon, c'est bien, mais c'est pas... Wow. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le cas de la similarité non littérale, et qui donc du coup est un petit peu contraire à tout ce qui est un peu à contre-courant, parce que généralement on fait plus de la classification, on veut que des objets qui se ressemblent pas forcément trop, mais qui sont de la même classe, soient classifiés pareil. Oups. Et que si c'est pas de la même classe, enfin bon, vous avez compris. Donc du coup, pourquoi s'intéresser à la similarité non littérale? Déjà parce qu'en fait, pour apprendre des trucs de manière zéro shot, ça peut être utile. Même pour nous en tant qu'humains, si je vous dis que un cheval, ça ressemble à un cheval, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc la Terre, c'est notre planète, vous apprenez pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ça viole la maxime de qualité de Gris, à savoir qu'une information, ça doit être quelque chose d'utile, de pertinent, qui vous apprend quelque chose. En revanche, si je vous dis que la Terre est bleue comme une orange, alors là, votre petit alien pourra savoir que la Terre est à la fois un peu ronde, que potentiellement il y a de l'eau parce qu'elle est bleue, que quand on enlève sa croûte, il y a le délicieux magma à l'intérieur, etc., etc. Donc pareil, si je dis à quelqu'un qui n'a jamais vu un zèbre qu'un zèbre, c'est un cheval à rayures, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, la similarité non littérale. C'est aussi intéressant parce que un petit peu Microsoft a commencé à s'intéresser à ce genre de truc-là pour créer une sorte de moteur de recherche d'images dans le cadre d'œuvres d'art, pour arriver à trouver des connexions entre différentes cultures et différentes époques qui pourraient exister. Donc c'est pas mal aussi pour créer des théories du complot.
Donc voilà. Donc en gros, l'idée c'est que quand on conditionne, eux, c'est juste en fait c'est du conditionnement. Ils disent on veut trouver l'image la plus similaire à la requête, sachant que c'est un vers ou un truc comme ça. Donc c'est juste une sorte d'arbre qui va permettre de conditionner, mais c'est pas ça qui m'intéresse exactement. Nous, dans le cadre de ma thèse, en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que je me suis dit que, bon, au lieu de faire un classifieur qui potentiellement peut se tromper et laisser passer des produits dangereux, l'idée, c'est un petit peu l'inverse, c'est dire que ben, moi, je vais, en toute conscience, renvoyer des résultats faux, mais qui sont visuellement similaires, avec lesquels le douanier pourrait se méprendre. Ce qui fait que si il voit que dans les 12 meilleurs résultats, il y a quelque chose de potentiellement dangereux, alors là, il va jeter un œil un petit peu plus attentif à la cargaison et vérifier peut-être un chouïa plus ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si ce n'est pas un produit de contrebande ou quelque chose de dangereux. Voilà. Le problème, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on fait un apprentissage sur de la catégorisation avec les images comme on voyait tout à l'heure, donc les ronds qui ressemblaient à des carrés, c'était la même classe, bon, ben, visuellement similaire, la sortie d'un réseau de neurones, ça ne sort pas des trucs très visuellement similaires avec lesquels on pourrait se tromper. Donc le but, ça va être d'adapter les caractéristiques qu'on peut trouver dans un réseau de neurones qui sont certes biaisés sémantiquement, mais qui pourraient être utiles pour arriver à trouver des images visuellement similaires. Donc, dans les travaux précédents qui ont été faits sur la similarité visuelle, on va présenter principalement 3 datasets et principalement 3 travaux. Donc le premier, le BAPS, Berkeley Adobe Patch Perceptual Patch Dataset, ou un truc dans ce style-là, où en fait l'idée c'est qu'ils vont présenter à des gens une image de référence, donc le truc qu'on voit en haut là, et à côté 2 autres images, et demander aux personnes laquelle des 2 images est la plus similaire à celle du centre. Donc ça c'est pas mal parce qu'ils ont quand même réussi à collecter à peu près 5 gigas de données, donc 161 000 patchs, donc pour faire un apprentissage c'est sympa. Donc c'est plutôt utile par exemple pour arriver à mesurer la qualité d'images, par exemple générées avec un GAN ou débruitées ou ce genre de choses-là pour faire de la super résolution. En revanche, pour de la similarité entre images à un niveau intellectuel un petit peu plus supérieur que juste dire « ah, les contours ne sont pas alignés », c'est pas si intéressant que ça. Un autre travail qui en revanche du coup va aller déjà un peu plus dans notre sens, c'est celui de Peterson qui lui va proposer déjà en premier une adaptation. En fait, tout simplement, ça va être une repondération de poids sur la dernière couche d'un réseau de neurones préentraîné sur de la classification, de telle sorte à ce que la représentation à la base projetée en 2D d'un réseau de neurones entre diverses images match un peu mieux la représentation que nous, en tant qu'humains, nous faisons, après avoir demandé aux gens de demander à quel point 2 images étaient similaires. Et une fois adapté, juste avec cette repondération, on voit que ça arrive à matcher, oh, ça se ressemble, c'est déjà mieux. Le problème de ce travail, c'est qu'il se limite principalement à des classes très restreintes, donc à savoir ici, on voit que ce sont que enfin on voit pas grand-chose, mais ce ne sont que des animaux, ou que des voitures, ou que des fruits, etc. Et moi, je voudrais que ça puisse être plus large, voilà, tout simplement. Donc pour ça, il y a un autre dataset qui est très rigolo, qui a été publié en 2018, Totally Looks Like, et dans la CCV, et les auteurs, quand ils ont publié ça, ils ont juste testé avec plein de réseaux de neurones pré-entraînés sur ImageNet, sans faire aucun fine-tuning, etc. Et ils ont dit, en fait, les réseaux de neurones ne sont pas capables d'arriver à mesurer la similarité parce que les scores sont parfaitement catastrophiques. Donc on voit déjà qu'en fait, la similarité, 2 images peuvent être considérées comme similaires pour plein de raisons. Donc déjà, à cause du sourire carnassier, à cause de la structure, à cause de la similarité du visage, enfin la similarité faciale, la couleur, la shape, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très large, c'est un gros problème, très... Voilà. Donc, après avoir étudié un petit peu plus cette base en détail, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de paires d'images, parce que ce qui est proposé dans ce dataset, c'est uniquement des paires d'images qui ont été formées par des humains, en disant « oh, c'était marrant, on trouvait que c'était rigolo ». En fait, c'est des mèmes, tout simplement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas loin du quart de la base, que c'était juste 2 personnes, 2 acteurs qui se ressemblaient, et nous, ça ne nous intéresse pas tellement. Parce qu'en fait, le traitement des visages, c'est quelque chose un petit peu à part dans la littérature, et même théoriquement, les humains auraient potentiellement une zone plus ou moins dédiée pour traiter les visages qui serait différente des chiens et des chats, etc. Enfin, que pour traiter des chiens et des chats. Donc du coup, moi, ça va être plutôt la sous-ensemble des 4000 paires restantes qui va m'intéresser. Donc vous voyez, ça ne fait pas non plus énormément d'images pour un apprentissage, puisqu'à chaque fois, en plus, je vais faire des splits en train test 75 5. Donc tout ça pour dire que bon, il y a déjà des gens qui se sont intéressés à la similarité de visages qui n'étaient pas les mêmes. Ils avaient plutôt adapté des trucs à partir de triplet loss, ce genre de choses-là, et on va voir un petit peu en quoi c'est différent de ça, parce qu'on aurait pu tout simplement reprendre la même chose. Donc voilà, notre travail.
Donc en gros, l'idée, c'est que comme on a vu, on avait des paires d'images uniquement positives, et on va faire l'hypothèse comme quoi les images, deux images formant une paire doivent former une paire, doivent être plus proches entre elles qu'avec n'importe quelle autre image du dataset avec lequel elle aurait pu avoir un choix. Donc par exemple, quand je mets le palmier, je dis que ça doit être plus proche de Tighty Bob que toutes les autres images qui peuvent exister dans le dataset. Et donc comme ça, j'arrive à créer de faux négatifs, enfin des négatifs proxy. Et du coup, la tâche, ça va être d'arriver à retrouver, à recréer les paires. Et donc du coup, on se rend compte que pour recréer la paire, il faut tout simplement avoir une similarité plus grande sur la diagonale que ailleurs dans notre matrice de similarité. Donc ça devient quelque chose d'assez simple, c'est juste une cross-entropie de la softmax, de la diagonale. Attention, paramètre, hyperparamètre très important, le petit sigma, petit mais très, très bien, parce que ça booste pas mal les scores, vous allez voir après. Donc la pipeline générale, c'est quelque chose un petit peu dans ce style-là. Donc on va avoir un réseau de neurones extracteur de caractéristiques pré-entraîné sur un dataset quelconque. On va extraire justement les caractéristiques à différents niveaux d'un réseau de neurones, tout simplement parce qu'on veut conserver, comme on a vu précédemment, il nous fallait non seulement avoir des caractéristiques plus ou moins haut niveau comme le sourire, mais également des caractéristiques bas niveau comme de la couleur. Donc ça, on va le trouver un petit peu à tous ces niveaux du réseau de neurones là. On va faire un average spatial sur les feature maps, on va les normaliser L2, on va concaténer tout ça et envoyer ça à une PCA pour réduire la dimensionnalité, parce que sinon, overfitting direct. Donc ça, cette première partie-là, c'est quelque chose de figé. Une fois que c'est fait, on ne fait pas de fine-tuning sur le réseau de neurones, rien du tout. Ça va être notre approximation, certes grossière, mais de la région V4 du cortex visuel, qui est branchée directement à la région du cortex primate inférieur-temporel, qui, elle, est supposée comprendre tous les jugements, enfin, traiter tous les jugements de similarité entre les objets, etc. Et qui, elle, du coup, s'apprend grâce à un module d'adaptation, module qu'on pouvait, comme Peterson auparavant, modéliser avec une simple pondération de features, donc une matrice diagonale, où nous, on a fait un peu plus complexe, on a fait une matrice pas diagonale, suivie d'une relue pour avoir un peu plus d'expressivité dans la forme, mais vous pourriez mettre n'importe quel MLP à la place, c'est juste que ça overfitté avec quelque chose de plus compliqué, trop peu d'images. Donc ça, c'était le petit récapitulatif. Donc l'image, elle passe dans les différentes zones V1, V2, V3, V4. Le V4 dans le système ventral, qui est connecté directement au cortex primate inférieur temporel, tout ça. De l'autre côté, ça va être plus pour tout ce qui va être la motion, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, certains avaient présenté des trucs avec la vidéo, je crois, hier, et disaient que il fallait des trucs à 2 streams. Bon, vous vous souvenez. Tout ça, ça c'est encore un autre exemple pour dire qu'à différents niveaux d'un réseau de neurones, on va pouvoir, quand on regarde pour un neurone donné, quels sont les patchs qui activent le plus ce neurone, on voit que certains neurones sont spécialisés pour détecter la couleur mauve, d'autres pour des mélanges de couleurs, rouge et vert, d'autres pour des textures, des patterns ou des formes, carrés, ronds, etc. etc. D'où l'importance de prendre à tous ces niveaux-là. Donc pour évaluer un petit peu notre problème, comment on va faire, parce que c'est compliqué, en fait on va créer notre évaluation, notre métrique, ça va être l'asymétrique recall. C'est comme un recall classique, c'est juste que c'est un petit peu plus optimiste, puisqu'on va considérer qu'on marque un point si on est capable de trouver le pingouin à partir du cornichon ou le cornichon à partir du pingouin. Pourquoi on choisit ça? Tout simplement parce que le jugement de similarité entre deux images, de concepts, etc., c'est quelque chose qui est connu, en tout cas en psychologie cognitive, comme étant quelque chose d'asymétrique. On dit que machin ressemble à Brad Pitt, mais pas que Brad Pitt ressemble à un nobody. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, un peu dans la même idée, on fait ça, parce que ça fait sens, enfin, voilà, tout simplement. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, oui. Et pourquoi c'est optimiste? Parce que tout simplement, pourquoi on est obligé de faire ça de manière optimiste? Parce que dans ce dataset où on a des paires, on n'a pas l'information de qu'est-ce qui est censé ressembler à quoi ou quoi qui ressemblait à ceci. Voilà. Donc du coup, pour arriver à faire fonctionner un peu notre truc, pour savoir si ça fonctionne ou pas, on a testé avec 37 modèles. Chaque modèle, on a fait 20 runs pour tester les différents train test splits qu'on a pu créer un petit peu à la volée. Et donc du coup, on va reporter nos scores avec leur moyenne et une standard deviation pour être un peu sûr, parce qu'en fonction des splits, ça peut être très compliqué ou très simple. Donc voilà, c'est par mesure un petit peu de... Ça faisait joli. Et donc les modèles vont être choisis, vont être sélectionnés tout simplement dans différents types d'apprentissage, de pré-entraînement, donc en self-supervisé, en supervisé, en semi-supervisé, etc., etc., pour voir si ça a un impact
est-ce que tel type de pré-apprentissage permettrait d'améliorer les scores ou pas du tout. Ils sont pré-entraînés sur différentes bases. Bon, la plupart, c'est ImageNet. Bon, ImageNet, soit 1K, les ImageNet classiques, ou le 21K qui contient 14 millions d'images. Ou encore, par exemple, là, avec Clip, qui a été entraîné sur... d'accord, mais j'ai bientôt fini. Sur 400 millions d'images provenant de l'Internet. Donc, on voit qu'il y a une très grande variance. On va reporter dans le graphique suivant, ici, le meilleur modèle de chaque catégorie. Et on voit qu'avant apprentissage, puis après apprentissage, bon, ben, il y a quand même un gap. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était intéressant avec ce tout petit hyperparamètre qui était la température, ben c'est ça. C'est que quand on fait varier la chose, on voit que sans apprentissage, avec apprentissage, on se retrouve ici, donc ce qui est déjà mieux, mais juste en faisant varier cette petite valeur-là, ça fait augmenter le truc. Donc on pensait que plus on l'augmenterait, plus ça fonctionnerait, mieux, jusqu'à un certain plafond, bien évidemment, plafond de verre en quelque sorte. Cependant, si on l'augmente trop, on s'est rendu compte que ça redescendait un petit peu. En fait, cette température pourrait correspondre à quelque chose comme en fait, en piquant les distributions à la sortie du softmax, ça nous fait notre tâche de hard mining qu'on aurait dû avoir si on avait utilisé quelque chose comme une triplet loss ou d'autres modèles contrastifs un petit peu dans ce style-là. Et voilà, donc c'est pour terminer quelques résultats qualitatifs, juste pour se rendre compte qu'avant adaptation, on a des résultats qui sont biaisés sémantiquement. Donc quand on met un visage, ça retourne des visages, alors qu'on voulait comprendre que c'était quelque chose qu'il avait une coupe de cheveux particulièrement hérissée, ou ce genre de choses-là. Tandis qu'après adaptation, ben, le message a bien été compris, il va nous renvoyer plein d'objets qui sont hérissés, ou encore plein d'objets, plein d'animaux ou de choses qui ont des taches autour des yeux, etc., etc., etc. Donc moi j'ai faim, donc j'espère que vous n'avez pas trop de questions. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, de l'explication de en quoi notre loss est une généralisation de la triplet loss pour plus d'exemples négatifs. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, comme ça, quand j'aurai 10 000 abonnés, NVIDIA pourra peut-être me donner des GPU. Voilà. Par exemple, alors pas avec du deep learning, mais les travaux de... je sais pas, bon, bref, un gars qui a Cambridge, un Indien, en 3D. Et est-ce que ça peut, est-ce qu'en retrouvant des... Est-ce qu'en fait, ça apparente la similarité structurelle un peu Nous, non, nous, on ne fait pas tellement du 3D ou de la structurelle ou ce genre de choses-là. En fait, c'est pas que ce soit du 3D qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée de structure... En fait, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une idée de structure, deux yeux, un rond, une bouche, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Des fois, c'est tout simplement de la texture, comme on peut voir la coupe de cheveux qui reproduit la torche olympique, ou encore quelque chose comme de la couleur. Elle est habillée comme un balai à araignée, quoi. Donc c'est très varié. En fait, là, on a essayé de s'intéresser via ce dataset à la similarité un petit peu dans un gros ensemble, un petit peu... Bon, certes pas évident. Donc les scores sont un peu mieux, mais ça, c'est pas encore génial pour faire des mêmes. Ça aide. Mais... Par rapport à ta problématique de base, c'était détection d'objets dangereux dans les tableaux. Ah non, moi je détecte pas d'objets. Moi je dois retrouver des images similaires. Oui, de reconnaissance linéaire du coup par rapport à ce jeu-là et ces résultats-là, ça a donné des choses. En fait, là, actuellement, donc du coup, avec des partenariats avec des douanes de différents pays, machin, etc., on va faire cliquer des douaniers. Donc c'est comme Mechanical Turk, sauf que c'est des douaniers et qu'on ne les paye pas. Enfin, je crois pas. Et donc du coup, on pourra avoir le dataset et réutiliser exactement le même code pour arriver à proposer une version améliorée de la première version qui a déjà été proposée. Voilà. Mais en fait, je pensais peut-être plus reprendre les caractéristiques du réseau neuron qui avait été pré-entraîné sur la classification des images de camions. Enfin, ça pourrait être plus mieux dans ce sens-là, mais j'en sais rien. Je testerai. Bon, 37 modèles, je suis plus à ça près, quoi. Les ours polaires. En fait, c'est vrai que moi, j'ai
pas très bien compris l'application au départ, parce que j'étais passée assez vite dessus et j'ai pas très bien compris en fait. Tu sais, l'image au début là où tu te dis, ça se ressent verticalement, mais en fait, j'avoue que j'ai pas. Bon, après, du coup, ça m'a pas gêné pour suivre le reste finalement, Ouais. mais je suis restée un peu sur ma faim. En fait, le problème, c'est que si on me demande, en fait, mon sujet de thèse, on m'a dit, on voudrait que tu fasses un moteur de recherche par image, par contenu. Je fais, ah, d'accord. Mais donc, du coup, je retourne des images similaires. Je fais, oui, d'accord, très bien. Mais c'est quoi des images similaires? Est-ce que c'est similaire selon la classe? Est-ce que c'est similaire selon, en fait, ce qu'on pourrait voir visuellement? Parce que c'est quelque chose qui est très différent. On voit, en fin de compte, qu'ils sont complètement orthogonaux, ces deux axes-là. Ils ne sont pas forcément corrélés. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut penser que ça, du coup, bon, ben, c'est très difficile à définir la similarité, machin, etc. Mais une fois qu'on a décidé dans quel axe on se positionnait, en fait, le contexte, la définition de la tâche, c'est ça qui permet d'avoir un consensus global chez les humains.